Vous n'en avez pas parlé de QTI d'ailleurs, hein, où j'ai raté ce moment-là peut-être. Bon, voilà, donc ça c'est moi. À l'époque ça s'appelait Faire, et puis quand ChatGPT est arrivé, tout s'est bousculé et on nous a sorti de Faire pour faire un groupe qui s'appelle GenAI. Faire, c'est un peu réduit comme peau de chagrin. Et vous en entendez beaucoup moins parler maintenant. Quand il y a du Llama, c'est souvent brandé GenAI, c'est plus brandé Faire. Voilà. Mais à l'origine, on était dans ce labo-là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un... voilà, je vous avais dit, c'est vraiment les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un language model? Un modèle de langage, c'est juste une fonction qui va vous sortir des probabilités sur des mots, pas vraiment des mots, des tokens, j'en reparle plus tard, sur les mots d'après. Par exemple, là, vous avez le chat est en train de boire. Il est peu probable qu'il boive du lait ou de l'eau qu'un arbre. C'est tout bête. C'est juste ça, un modèle de langage. C'est juste quelque chose qui va vous donner les probabilités sur le mot d'après. Comment ça marche? C'est assez simple. Voilà le modèle de gauche, enfin conceptuellement. Le modèle de gauche, c'est ce qu'on voit à gauche, vous avez tout un tas de prix au mètre carré sur Nantes. Vous essayez de voir comment, si je vous donne une surface, vous allez pouvoir connaître le prix. Bon, naturellement, vous allez faire une régression linéaire qui va essayer d'à peu près connecter les points. Et c'est un modèle tout bête, statistique. Vous avez choisi une fonction qui est de la forme AX plus B, et puis vous essayez de fitter les points. Après, on peut parler d'overfitting, etc., ou underfitting en l'occurrence, mais c'est juste ça. Ce que fait le language model, enfin dans sa forme en tout cas, qui est un petit peu la seule qui existe de nos jours, c'est-à-dire la forme GPT, c'est-à-dire décodeur autorégressif. J'en parle rapidement après aussi. C'est juste un truc où en fait on lui donne en input non pas le prix du mètre carré, mais genre toute la phrase d'avant ou tout le document d'avant, et il va vous donner les mots d'après. Donc en fait, par exemple, vous avez différents data points voilà, qui ressemblent un peu, et avec ça, il va essayer de fitter une fonction. Donc vous imaginez que c'est une fonction beaucoup plus complexe. On parle de capacité de la fonction, donc c'est sa capacité à aller passer dans tous les sens pour relier les points, d'accord? Mais c'est exactement la même chose conceptuellement que le truc de gauche. À un détail près toutefois, c'est que la gauche c'est continu et à droite c'est discret. Les mots sont discrets. Enfin, on parle de token, vous avez un vocabulaire, une taille de vocabulaire. Par exemple, sur la MA3 c'est 128 000. Donc ça va pas de 0 à l'infini ou de moins l'infini à l'infini. C'est juste des probabilités sur les 128 000 mots. C'est un peu du détail. En pratique, c'est quand même un peu la même chose. Et cette fonction, c'est pas X plus B, c'est le réseau de neurones. Voilà. J'ai parlé longtemps pour un truc que vous connaissiez déjà certainement. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul sujet. Donc tout à l'heure, on a parlé rapidement de Mamba. Honnêtement, c'est encore un peu un truc de laboratoire. En réalité, tout se fait avec les transformers. Donc qu'est-ce que c'est qu'un transformer? Est-ce que déjà j'ai besoin de l'expliquer ou c'est clair pour tout le monde? C'est toujours bien de le réexpliquer, je crois. Qu'est-ce que c'est qu'un transformer? Un transformer, dans sa forme autorégressive decoder only, parce qu'il y a des variantes et des machins, donc je peux expliquer les mots. Pourquoi on dit autorégressif? Une régression, ça vous dit en fonction de ce que vous avez, là on a fait une régression linéaire tout à l'heure, voici ce qui est attendu en output. Là on parle de autorégressif parce que le truc que vous avez en output, vous le remettez en input pour le coup d'après et vous refaites une passe dessus. Vous savez, le mot qui est prédit, hop, ça devient le prochain mot et on recommence. Donc c'est ça, autorégressif. Decoder only parce que à l'origine, les transformers dans le papier de 2017, il y avait un encodeur et il y avait un décodeur et il y avait une attention qui se passait du décodeur vers l'encodeur. Maintenant, en fait, comme souvent, en fait, c'est peut-être un peu triste, j'en sais rien, mais comme souvent, c'est finalement le format le plus simple qui gagne à la fin. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Tout ce qui est GPT, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Llama, Gemini, autant qu'on le sache, ils fonctionnent absolument tous comme ça. Ça a pas mal d'avantages, notamment le fait que vous avez un contexte qui est potentiellement infini. Puisque quand vous avez un encodeur, il va vous prendre un chunk, tandis qu'un décodeur,
Tant qu'il a de la capacité, s'il a bien été traîné, il pourra toujours ajouter un mot, ajouter un mot, ajouter un mot. Comment ça marche ? Honnêtement, sans faire des calculs avec des matrices, etc., c'est un peu imbitable. J'ai pris ce schéma-là. Si on doit le dire de façon assez simple, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque token, donc maintenant je peux utiliser ce mot-là, token, les tokens, donc vous en avez une quantité limitée, sur la 128 000 par exemple. Chaque token, on va le projeter dans un espace d'embedding. Par exemple, le token 38, ça va devenir sur ces 512 dimensions tout un tas de scalaires sur 512 dimensions. Et ça, on va l'inputer dans le transformer. Et là, vous avez ce concept d'attention. Qu'est-ce que c'est que l'attention ? Ça veut dire qu'en fait, vous avez optimisé les calculs pour que, à une position donnée, vous accordiez plus ou moins de poids aux tokens qui sont avant vous. Et voilà, c'est juste ce qu'on appelle un biais inductif. Ça rend les choses plus faciles à calculer et ça marche hyper bien. Honnêtement, pareil, je peux rentrer dans les détails, mais je ne sais pas si c'est tellement intéressant. Vous avez certainement vu ces trucs comme, vous savez, on traduit une phrase en français par une phrase en anglais, et on vous montre la tension, et vu qu'en anglais, il parle à l'envers, on voit que quand il y a les adjectifs, la tension, tous les mots sont reliés, par exemple, the, house, is, mais à un moment où il y a les adjectifs qui sont passés en avant en anglais, tandis qu'ils sont en arrière en français, vous avez la tension qui devient comme ça, et après ça redevient comme ça. Voilà, c'est juste pour vous dire que qu'est-ce que la tension, si ce n'est qu'un moyen de focaliser les calculs sur telle ou telle partie de la phrase. Il y a d'autres trucs qu'il faut savoir, d'autres tricks qui sont absolument indispensables pour que ça fonctionne. Le premier, c'est ce qu'on appelle le masque causal. On fait en sorte que, dans la version autorégressive, les tokens ne peuvent voir que ce qu'il y a avant eux, pas ceux qu'il y a après. On ne veut pas qu'ils aient connaissance du futur. Donc on applique des masques, en fait, pour pas qu'ils puissent le voir, et ils sont entraînés comme ça. Le deuxième truc très important qui arrivait plus tard, c'est ce qu'on appelle l'encodage positionnel rotary, donc je ne sais pas comment le traduire en français, mais en gros, sur le premier papier, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'architecture vanilla du transformer, elle n'a aucune connaissance en fait de position où sont les tokens. Donc c'est ce qu'on appelle bag of words, c'est-à-dire que les tokens sont un peu n'importe où. Si vous n'ajoutez pas une information dessus, il ne peut pas savoir que tel mot est avant un autre. Donc on a été obligé d'ajouter ce concept de positional encoding. Soit c'est quelque chose qui peut s'apprendre, soit c'est des choses qui sont fixées, gravées dans la roche. Et depuis quelques années, la norme veut qu'on utilise le Rotary Positional Encoding. Je ne sais pas si les mathématiques sont claires à gauche, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le problème qu'on avait avec les encodings, c'était soit ils vous encodaient une position absolue, soit ils vous encodaient une position relative. Une position absolue, ça peut avoir l'air chouette, mais le problème, c'est que si vous décalez votre phrase de 10 tokens, en fait, vous voulez avoir le même type de calcul. C'est un peu arbitraire d'avoir placé une phrase avant ou après. Donc, vous voulez aussi garder vous voulez aussi garder le fait que c'est invariant à la translation. Donc, ils ont appliqué en fait des rotations. Et les rotations se font en fonction de la position absolue et gardent en fait et en fait c'est l'histoire de produits scalaires si vous souvenez vos maths de lycée et le fait est que quand vous avez un produit scalaire comme ça, les deux vecteurs on leur applique la même rotation, ce qui fait que le produit scalaire ne change pas, mais on arrive à encoder comme ça la position absolue, la position relative. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais le troisième truc qui est hyper utile que tout le monde fait aussi, c'est ce qu'on appelle la group query attention. En fait, donc dans l'attention, c'est inspiré de l'idée c'est loosely based sur les langages de données. Vous avez une query, une key, une value. C'est-à-dire que chaque token va passer par une matrice. Donc token par token, je veux dire son embedding. Le vecteur va passer par une matrice. Ok, il va donner un autre vecteur en sortie, c'est le principe, vecteur fois matrice égale vecteur, et ce vecteur va s'appeler une query. Et les autres, ceux d'avant, ils vont aussi passer par deux autres matrices, ok, l'une qui va donner la clé
et l'autre qui va donner la value. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des produits scalaires entre query et key. On va regarder en fait qui se ressemble, s'assemble. Si query et key, ça matche bien, on va output la value. Donc en fait, le principe de l'attention, c'est ça, c'est de regarder quand les queries et les keys vont très bien, on va faire ressortir cette value, et quand ça marche pas bien, eh ben on va la diminuer. C'est exactement ça l'attention. On s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait probablement avoir pour un key value, on pouvait probablement lui appliquer plusieurs queries sans trop perdre en performance. Donc c'est ce qu'on a appelé le single query, et après il y a eu le truc un peu entre les deux, à savoir, en fait, il n'y a pas un seul KV, mais il n'y a pas autant de KV qu'il y a de query. On fait en sorte qu'il y a un mix équilibré, et ça fait peu perdre en performance, ça fait beaucoup gagner en mémoire, qui est un peu le nerf de la guerre en fait dans les LLM. Et enfin, le dernier point, tu en as parlé à propos du context caching, c'est en fait on peut à chaque fois qu'en fait à l'inférence, pas au training il y a une seule forward pass, backward pass, ça vous savez ce que c'est à peu près, forward pass, backward pass, ok. Qu'est-ce que c'est du coup, parce que j'ai vu quelques têtes au chaînon. Forward pass, backward pass, en fait c'est juste une manière de trouver les gradients, donc les petits deltas, et en fait on va ajouter ces petits deltas sur chaque matrice, ok. Donc telle matrice, il y a petit delta 1, petit delta 2, petit delta 3, donc quel petit delta? On commence par faire une forward pass, une backward pass, c'est la fameuse backpropagation. Ça, on le fait qu'une seule fois au training, forward, backward. À l'inférence, on ne fait pas de backward parce qu'on n'est pas du tout intéressé par calculer les petites deltas, ils sont censés être fixes. Donc on fait un premier forward, et lui, il va nous donner le next token. Et après, on va refaire un forward qui va nous donner encore le next token, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est beaucoup de forward. Et si vous regardez, vous allez souvent recomputer les mêmes trucs, à savoir les KV, les key values, des tokens de la première forward pass. C'est un peu débile, donc on peut les cacher. Et la truc d'Anthropic de Claude Sonnet, c'est exactement ça qu'ils font. C'est-à-dire, vous dites, moi j'ai par exemple, je sais pas moi, tout mon intranet, je mets une bonne fois pour toutes en cache, ça a été computé, et après on n'a pas besoin de le recomputer, on peut constamment l'appeler. Voilà. Vous m'arrêtez si c'est pas clair ou si c'est pas super intéressant. Alors... voilà, donc le training, ce qu'on appelle le fameux training, c'est faire en sorte que les points relient la fonction, et l'appliquer, c'est ce qu'on appelle l'inférence. Je ne sais pas si pareil, c'est des mots que nous on emploie tout le temps, mais peut-être que ce n'était pas clair pour tout le monde. Bon, ça, vous le connaissez par cœur, vous l'avez vu et revu ce petit cartoon, mais c'est quand même intéressant de le montrer. De mémoire, c'est la 3e capitalisation mondiale, je crois, Nvidia en ce moment. On ne sait pas quand la bulle va exploser, mais en tout cas, le marché n'a pas trouvé que ça devait exploser. Donc, qu'est-ce que fait Nvidia? Vous connaissez certainement l'histoire mieux que moi. À l'origine, c'était des gens qui faisaient des cartes graphiques pour les gamers, et aussi un peu, je crois, pour tout ce qui était dessin animé en 3D, etc. En 2010, on s'est rendu compte qu'en fait, ça marchait aussi hyper bien pour le genre de calcul matriciel, donc qui était très utile pour les graphiques, que le deep learning utilise. Et en fait, ils ont ridé la wave sans forcément l'avoir prévu, et ils sont en avance sur tout le monde. Et donc pourquoi on a besoin de GPU? Parce que ces GPU sont des chips qui sont particulièrement optimisés pour les calculs matriciels. Calcul matriciel, donc vous savez, c'est des grands carrés, même on parle de tenseurs, donc, mais on peut juste dire que c'est des grands rectangles avec plein de chiffres qu'on multiplie les uns avec les autres, et si vous voulez le faire intelligemment, eh ben, vous ne faites pas un chiffre, puis un chiffre, puis un chiffre, vous essayez de faire les choses en parallèle. Hop. Ça, c'est un point qui, je pense, est assez peu mentionné, alors que c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que vous connaissez la loi de Moore, vous connaissez tous ces trucs, on va toujours plus loin. N'empêche qu'en fait, dans le monde des LLM, on a consommé beaucoup de mémoire, beaucoup plus vite que la capacité des GPU. Et même la fameuse H100 dont tu parlais tout à l'heure,
C'est peut-être pas le tout dernier modèle, mais en tout cas, quand j'ai fait ce screenshot-là, ça restait la Rolls, quoi. C'est quand même des bestioles à 40 000 $ pièce. Voilà, ça, c'est la mémoire que ça a. 40 gigabytes, gigaoctets en français. Si vous regardez le modèle vraiment super simple de l'AMA 2, ok, de base, il explose le truc. En fait, vous ne pouvez même pas entraîner sur un modèle Llama 2 sur une seule GPU. Donc le monde où les modèles tenaient sur une seule GPU, y compris à 40 000 $ pièce, ça ne marche pas. Et c'est un petit peu la suite dont je vais vous parler, c'est comment on fait pour couper ces modèles, pour que ça rentre, en fait. Et il y a eu beaucoup d'ingénierie qui a été fait là-dessus, à l'origine par Microsoft, avec DeepZero, si ça vous dit quelque chose, puis après tout le monde a répliqué ça. Le premier truc qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle l'activation checkpointing. Donc, si vous connaissez un petit peu les équations de la backpropagation, vous regarderez, quand vous voulez calculer le gradient, vous avez besoin d'avoir le gradient qui vient en fait des couches d'après et les activations. Et en fait, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit on les stocke en mémoire, soit on les recompute. Et là, il y a un paradigme qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire quand on passe des entretiens techniques. On ne va pas mémoriser les activations, il vaut mieux les recomputer que les storer en mémoire. La mémoire, c'est ce qu'il y a de plus précieux en fait sur les GPU. Je ne sais pas si vous avez déjà vraiment fait tourner des modèles, mais rapidement, si on fait n'importe quoi, on a ce qu'on appelle des CUDA-OOM. Donc on n'a pas assez de mémoire et ça arrive sans arrêt. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le sharding. Et là, j'ai bien conscience que ce n'est pas les meilleurs slides et les plus clairs, mais franchement, ce n'est pas facile à dessiner. Donc, j'ai essayé de vous expliquer. Donc, il y avait déjà un moyen d'entraîner sur plusieurs GPU. C'est ce qu'on appelait le data parallélisme. Imaginez un modèle qui tient sur une GPU. Vous en avez 512, super. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le même modèle sur les 512, d'accord? Simplement, ce que vous faites, c'est que chacun de ces modèles va recevoir un batch de data différent. Donc chacun va avoir des gradients un peu différents. Par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous les combiner au moment de l'optimisation, et ce qui fait qu'ils vont tous être optimisés de la même façon. Donc vous avez 512 clones du modèle, chacun va voir des gradients différents, mais vous allez vous assurer au moment où vous allez faire optime qu'il a récupéré les gradients de tous ses copains et il en a fait la moyenne. C'est pas mal, voilà, mais je vous ai dit, ça marche même pas avec un Llama 2 à 7B, donc qui est vraiment le modèle hyper de base qui a plus d'1 an. Donc le premier truc qui a vraiment unlock ça, c'est ce qu'on appelle le Fully Sharded Data Parallelism, et je m'excuse de ce mot-là, FSDP, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? En fait, pourquoi cloner 512 fois le même modèle? Et si on disait plutôt que sur la GPU 0, il va avoir un 512e du modèle, sur la GPU 1, il va avoir un autre 512e, et ainsi de suite. Et en fait, quand vous allez faire votre forward pass, donc ça va arriver sur une layer, la layer N, parce que vous savez, c'est un système de... c'est un petit peu des millefeuilles, hein, c'est de layer, layer, layer. Donc vous allez arriver sur la layer N qui contient un 512e des poids de cette layer, donc des scalaires de la matrice. Elle va demander à tous ses copains autour de lui rapporter les 513 autres parties qui lui manquent, et les 513, je me suis trompé, hein, merci, c'est 511, hein, et les 500 autres vont toutes faire la même chose. Donc en fait, tout ça c'est offloadé sur le network, et vous tradez en fait de la mémoire sur de la capacité de network. Et donc localement, à un instant donné, vous allez reconstruire toute la layer, et après vous allez la balancer à la poubelle, et vous allez passer à la layer N+1. Et vous faites ça aussi au backward. Et vous faites ça aussi pour l'optimizer state. Parce qu'un optimizer, c'est aussi gros qu'un modèle en réalité. Donc voilà, ça c'est le premier truc, c'est Llama 1, c'est Llama 2. Non, il y a ça aussi dont il faut parler. Initialement, on l'appelait le modèle parallélisme, et en fait, vu que maintenant tout est un peu modèle parallélisme, chez nous on l'appelle tensor parallélisme. Dans l'idée, ça peut ressembler. Pourquoi finalement on ne couperait pas un modèle en plusieurs parties? Mais au lieu de les découper par layer, on va le découper d'une manière un peu différente. Si vous avez déjà téléchargé un modèle, vous vous rendez compte qu'il est souvent donné sous forme de 8 chunks, ou 4 chunks, ou 1 chunk.
Ça, c'est ce qu'on appelle le tensor parallelism. Donc, on n'est plus en mode training, là, ça a été consolidé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, au moment du training, là, ce n'est pas du data parallelism, c'est-à-dire que chaque GPU, si par exemple on prend MP égale 8, enfin TP égale 8, okay, va avoir exactement le même batch, d'accord, alors que sur le data parallelism, vous voyez 8 batchs différents. Là, chacun d'entre eux va avoir le même batch, simplement, dans la multiplication matricielle, il y a la GPU 0 qui va faire un huitième de la multiplication matricielle. Donc, elle stocke effectivement un huitième des poids, mais pas sous la même dimension que le FSDP. La deuxième GPU va faire pareil, un autre huitième de la multiplication matricielle, et à la fin, vous concaténez tout le bazar et vous avez la totalité de votre truc. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le tensor parallelism. Vous faites aussi pareil au backward en cas du training. Donc, jamais on vous donne un modèle comme ça quand on vous le donne en open source, mais ces deux trucs-là ne sont pas incompatibles. En fait, on utilise les deux à la fois. Ça, quand je vous ai dit il y en a 1024, on peut les consolider. Ça, par contre, on ne peut pas les reconsolider. Enfin, on peut, mais en pratique, on vous les donne comme ça, sinon ça ne tient pas sur une GPU. Il y a encore celui-là, qui est peut-être le plus évident, et qui commence maintenant à être utilisé vu la taille des modèles, ce qu'on appelle le pipeline parallelism. Donc, je vous ai dit, finalement, si on enchaîne des layers et des layers et des layers, comme si c'était un millefeuille, bah, on pourrait très bien se dire, je coupe le millefeuille, et puis j'en mets une moitié sur le GPU 0 et une autre moitié sur la GPU 1. D'accord? Donc, on n'a pas coupé le millefeuille verticalement, on l'a coupé horizontalement. Et c'est exactement ça que fait le pipeline parallelism, à savoir, vous mettez quelques feuilles sur la GPU 0, quelques feuilles sur la GPU 1, etc. Et du coup, forward, backward, il y a ce dessin qui illustre le phénomène dit de bubble, c'est-à-dire que si vous faites ça, vous perdez quand même en capacité. Enfin, il faut vraiment que ça vaille le coup parce que vous n'utilisez pas les GPU autant que vous pourriez. Mais en tout cas, conceptuellement, c'est assez simple. Et enfin, le petit dernier pour la route, qui est le context parallelism. Le context parallelism, c'est encore autre chose. Ce coup-ci, on ne va pas charder les poids, on va charder le contexte. Donc, qu'est-ce que c'est que le contexte? Vous avez une super longue séquence qui fait des centaines de milliers de tokens. Et en fait, ça ne va pas rentrer sur vos GPU. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dire, bah, tiens, premier chunk de la séquence, donc pas du modèle, mais de la séquence qui est en input, on va la donner à la GPU 0. Deuxième chunk à la GPU 1, et ainsi de suite. Simplement, l'attention, vous vous souvenez, elle a besoin de regarder les trucs d'avant. Ce qui fait que la GPU 0 va devoir communiquer à la GPU 1 ses KV, okay, c'est key value, et la GPU 2 va devoir regarder les KV de la GPU 0 et de la GPU 1. Il y a des manières de faire ça un peu plus intelligemment, parce que sinon c'est la GPU N qui prend pour tout le monde, alors que la GPU 0 n'a pas fait grand-chose. Donc il y a moyen d'équilibrer un peu tout ça, mais c'est le concept de context parallelism. Ils ne sont pas exclusifs, c'est pour ça que chez nous on parle de 4D parallelism, parce qu'on peut faire un mix de tout ça, quoi. Le principe, c'est qu'il faut trouver le bon mix pour que ce soit le plus efficace possible. C'était clair? Moyennement, hein. Alors, on arrive un peu, il y a peu d'innovation en fait dans le domaine scientifique. Donc on essaye de gratter là où on peut. Je vous ai dit, la mémoire augmente peu. Honnêtement, 80 gigas, on les avait déjà sur la génération d'avant des A100. On est à H100, on a encore 80 gigas. Il y avait alors les B100 pour Black Belt, c'est ça, ou Blackwell, je sais plus. Les B100, ils vont avoir un peu plus de mémoire, mais pareil, ça va pas être x10, quoi, ça va être un peu plus. Donc, on essaye de gratter là où on peut. Un des trucs où on peut gratter, c'est comment on peut encoder en fait les chiffres mathématiquement. Je vous ai dit, ouais, c'est des matrices, etc. On a des nombres réels. En réalité, il faut bien les stocker en mémoire, donc sous un certain format. Le format le plus simple, ça va être par exemple FP32. Hein, c'est un truc où vous encodez les nombres flottants sur 32 bits. Une grosse révolution, ça a été d'encoder sur ce qu'on appelle le BF16. Donc c'est une autre manière, simplement sur 16 bits, donc 2 octets. Et là, il y a un truc que NVIDIA tente de nous vendre, qui est de le faire sur carrément un seul octet. Donc FP8.
Voilà, il y a encore un nouveau truc pour toujours essayer de gratter. Je ne sais pas l'heure qu'il est, je ne sais pas si je parle trop. Hop là, ça va. C'est un truc que finalement peu de gens utilisent parce qu'ils prennent ça pour argent comptant. C'est ce qu'on appelle le tokenizer. Donc je suis sûr que vous savez ce que c'est, vous payez au token, mais comment ça marche en fait un tokenizer? À l'origine, donc tout le monde utilise maintenant, il y a eu plein de versions de tokenizer, mais tout le monde utilise maintenant une ou l'autre des variantes de ce qu'on appelle le BPE pour Byte Pair Encoding, qui a été à l'origine développé pour, dans le cadre de la théorie de l'information, pour compresser un maximum en fait les textes. Et ben, il s'est avéré que ça marchait plutôt bien aussi dans le cas des large language models, enfin du language model. Et la raison, c'est qu'en fait, on peut fixer une taille de vocabulaire. C'était pas le cas des tokenizers d'avant, où finalement, des fois, il y avait des mots un peu bizarres, ils n'avaient pas été vus, et du coup, on disait unknown. Là, on peut fixer une taille de vocabulaire, je vais lire les slides avec vous. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que plus vous avez des caractères qui sont ensemble, en termes de statistiquement, on les trouve ensemble, on va les coller ensemble, on va dire que ça va faire un mot. Par exemple, portefeuille, ça va être porte et feuille, parce que le mot porte, on le voit très souvent. Ça aurait pu être P, orte, E, feuille, mais non, ça va être porte et feuille. Parce qu'on l'a entraîné, donc ça s'entraîne un tokenizer, c'est-à-dire qu'on va lui donner un corpus de texte, et c'est lui qui va repérer, en fait, qui va compter, et qui va repérer comment les regrouper de manière la plus petite possible. C'est très important quand on fait du multilingual, parce que si jamais vous avez peu de caractères, mettons, coréens dans votre texte, statistiquement, il ne va pas vouloir encoder les trucs coréens en peu de tokens. Et ça a un impact, parce que si, en anglais, un mot, c'est à peu près un token, enfin c'est à peu près, il faut à peu près, c'est 3/4 d'un token, pardon, c'est 4/3 d'un token, un token c'est 3/4 d'un mot. En coréen, je sais pas, ça peut être, par exemple, il faut peut-être 3 ou 4 tokens pour encoder un mot. Je sais pas, je dis ça n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait, ça va être beaucoup plus long et il peut beaucoup plus dériver et dire n'importe quoi, votre LLM. Donc vous pouvez être beaucoup moins performant en fait sur du coréen. Donc votre tokenizer, si vous avez l'idée multilinguale, il faut faire en sorte que le training, le corpus sur lequel vous entraînez, il ait vu du coréen. Ça c'est un truc qui était très important, c'est une grosse diff entre Llama 2 et Llama 3, je reviendrai dessus après. Vous pouvez vouloir aussi augmenter la taille du vocabulaire. En augmentant la taille du vocabulaire, vous faites plus de place aux mots un peu rares. Voilà, ça aussi, pareil, entre Llama 1.2 et Llama 3, on est passé de 32 000, qui avait été un peu pris au doigt mouillé, à 128 000, parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait mieux. Je crois que Gemma, de nos amis de chez Google, il fait 256 000. Bon, en tout cas, les tokenizers sont plus gros que ce qu'il y avait il y a 2 ans. Hop. Voilà, donc là, je vous ai expliqué comment on entraîne un LLM, mais je vous ai dit, en fait, un LLM, c'est juste le truc qui prédit le mot d'après, ou plus exactement, qui vous donne une probabilité. Donc après, vous pouvez prendre soit le mot qui a la plus grande probabilité, soit vous pouvez ce qu'on appelle sampler, c'est-à-dire choisir un mot en fonction de sa probabilité. On peut un petit peu ajuster les probabilités avec le coefficient qu'on appelle le facteur qu'on appelle la température. Donc une température plus élevée fera que toutes les probabilités s'équilibrent un peu, tandis qu'une température de 0, par exemple, ça consiste à prendre ça va rendre les distributions très picky, et une température de 0, ça veut dire prendre Rmax, prendre le token qui a la plus de probabilité. Donc ça, c'est la sampling stratégie. Vous pouvez aussi dire, ouais, je veux juste sampler, mais dans le top K, ou alors je veux juste sampler ce qu'on appelle nucleus sampling ou top P. Ça, vous avez peut-être vu aussi, c'est dans l'API OpenAI, ça correspond à dire, je veux juste sampler, pas dans la longue tail, mais dans vraiment les 95% de ce qui constitue la masse de ma probabilité. Ok, mais quelque part, il vous donne un mot, puis il vous donne un mot, puis il vous donne un mot. En fait, le truc s'arrête jamais. Il va juste partir en diarrhée verbale si vous le laissez un pre-trained model. Donc il faut, et ça aussi c'est un truc qui est très important et qui est assez miraculeux, moi je trouve, c'est qu'on a été capable d'entraîner ces trucs-là à faire user assistant. En fait, que le modèle puisse comprendre qu'il était temps pour lui de s'arrêter de parler. Est-ce que c'est mon cas? Je ne sais pas.
Ok. Donc comment il fait ça? Je ne sais pas si je l'expliquais après. Ouais. Je peux juste vous l'expliquer en 2 mots comment ça fonctionne. Le pre-training, donc c'est vraiment le gros truc. Le pre-training, c'est on lui donne à manger tout ce qu'on peut. On racle le web, les livres, les trucs plus ou moins. C'est 10 sur 10, lui c'est 2 sur 10. Donc vous lui donniez beaucoup de générations. Il était capable comme ça de vous dire lesquels étaient les meilleurs. Donc le cycle de RLHF, donc c'est plusieurs rounds qu'on fait. Vous partez en fait d'un modèle pre-train. Vous lui donnez les modèles supervisés, les datas supervisés que vous avez achetés. Hein. Et là, vous avez un modèle qui sait parler. C'est super. Ensuite, avec ce modèle qui sait parler, vous allez, pareil, vous avez d'autres prompts que vous allez pouvoir en fait rajouter un truc de fine-tuning avec cet algorithme qui s'appelle DPO. OK. Et là, vous prenez les meilleurs modèles, ou le meilleur modèle. Ce meilleur modèle, vous allez lui faire générer tout un tas de réponses à vos questions, à vos prompts. Pareil, vous avez encore collecté ou généré des prompts. Okay. Au final, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Hein. C'est moins cher, c'est pas très cher en infrastructure, mais c'est très cher en travail humain. Je crois que Google, ils ont prévu de dépenser 1 milliard sur ce sujet-là, d'annotation. Donc là, vous allez, par exemple, Hello, how are you? Vous avez votre modèle, ou les modèles, vous allez lui demander de générer K, hey, I'm fine, hey, what's up, whatever, etc. Et là-dessus, vous avez votre reward model qui va vous dire ah ben, what's up, ça va pas, hello, I'm fine, c'est bien, etc. Donc vous allez extraire en fait juste ce qui vous intéresse et vous allez utiliser le couple collected prompt plus les meilleures générations telles que décidées par le reward model. Et vous allez avoir encore un nouveau dataset de supervised fine-tuning. Et vous recommencez. Voilà. C'est assez fastidieux. Hein. Nous, je crois qu'on en a fait 6 rounds pour Llama 2. Je crois qu'ils en ont fait à peu près autant pour Llama 3. Hop là. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on est content. Donc ça, c'est le framework d'Anthropic HHH, Helpful, Honest, Harmless. Et on passe d'un modèle... Si vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a à voir à New York, ben en fait, il va remplir la suite comme si... où est-ce qu'il a vu ce genre de truc? Il l'a probablement vu sur des forums de voyage. Donc voilà, il va vous répondre comme un forum de voyage. Il ne va pas s'arrêter à un truc qui est aligné avec les préférences humaines, c'est-à-dire que vous avez fait en sorte qu'il vous donne le type de réponse qu'un humain aurait trouvé intéressant. Alors ça, c'est un peu l'archéologie de Llama. Scientifiquement, je vous ai dit, il n'y a pas eu de grands changements. Donc, Llama 1, le tout premier, il n'était que pre-trained, mais le reste était là. OK. Llama 2, la grosse diff par rapport au premier, c'est qu'on a ajouté ces capacités dont je viens de vous parler, les capacités de chat. Et on a aussi ajouté le group query attention dont je vous ai parlé. Donc, c'est le fait d'avoir des key values qui servent pour plusieurs queries. Llama 3, on a juste changé la taille du vocabulaire, donc pour les raisons que je vous ai expliquées, pour tout ce qui est langue un peu plus rare notamment, et tout ce qui est un peu long tail des tokens. Et puis on a changé l'algorithme, puisqu'on est passé de PPO à DPO. Et le Llama 3.1, eh bien en fait, c'est juste une question de... enfin, c'est exactement la même chose, c'est juste une question du data mix qu'on a donné en entrée finalement. In fine, tout ça, ça se joue sur quelle data on lui donne. L'architecture, elle est hyper stable depuis 2 ans en fait. Alors, quelques petits trucs. Voilà, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé de training, de pré-training, de fine-tuning. Mais en fait, personne ne fait ça à part la demi-douzaine de compagnies qui ont les posses assez profondes pour pouvoir se le permettre. Mais tout le monde les utilise. Pourtant, peu de gens vont fine-tuner sur leur data perso, sur une entreprise perso, etc. Donc, comment ils font pour utiliser les modèles? Moi, j'ai pensé à ces trucs-là.
un truc qui était extraordinaire déjà, c'est avant même qu'il y ait la révélation en fait, ce qu'on appelait instruct. Donc le instruct, c'était le mot qui était donné avant pour la capacité de chatter en fait. Donc je vous ai dit user, assistant, il parle comme un assistant, il génère un token assistant et on l'arrête. Avant ça, il y avait déjà un truc qui était assez extraordinaire, c'est qu'il y avait un article qui s'appelait de OpenAI, comme d'habitude, LLMs are few shot learners. Vu qu'ils sont très très bons à récupérer des patterns, vous lui donnez en fait le pattern du genre de truc que vous vouliez, et on s'est rendu compte que, enfin peut-être que maintenant ça vous paraît évident, parce que vous le faites peut-être tous les jours pour certains d'entre vous, mais c'est quand même un peu fabuleux, quoi. Vous lui donnez question-réponse, question-réponse, question, et il vous répondait parce qu'il avait compris qu'en fait il était en mode QCM, il avait repéré le pattern. C'est assez fabuleux, donc ça c'est vraiment le truc de base quand on veut utiliser un LLM. L'autre truc que vous avez peut-être utilisé, vous en avez entendu parler du moins, c'est ce qu'on appelle l'augmentation, la génération avec augmentée par retrieval, je ne sais pas comment le traduire, mais en fait, on a un contexte, on y a le droit, et en plus les contextes deviennent de plus en plus gros. En fait, plutôt que de fine-tuner, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en contexte les informations qui nous sont intéressantes. Par exemple, le rapport financier. Et ça, c'est bien si vous savez que vous voulez un rapport financier, mais si vous posez une question un peu ouverte, c'est pas très clair en fait quel document vous avez besoin de trouver. Du coup, cette technique-là, en fait, on en parle rapidement après, c'est une manière en fait de sélectionner les chunks de texte d'ailleurs ou d'images, pour l'instant on fait ça qu'avec du texte, qui serait éventuellement pertinent de mettre en contexte et qui vous aiderait en fait pour la génération. Exemple, vous posez une question sur les données financières d'une entreprise, sur le Q2 2020, lui, il va regarder, parce que vous avez tout embedé, donc vous avez tout indexé, tous les documents financiers, etc., il va regarder par rapport à la question que vous posez, quel est je sais pas, le top 10 des documents qui ont le plus de rapport avec ça. Il va tout balancer en contexte et après le LLM fera le reste. Et long context fine-tuning, ça consiste en fait, on traîne jamais avec 128 000 en réalité, c'est beaucoup trop gros. On traîne avec beaucoup moins, mais après, nous, mais aussi, ça coûte pas très cher, donc aussi des gens qui s'y connaissent. Enfin, je veux dire, c'est pas... On n'est pas de l'ordre de la dizaine de millions d'euros ici. On peut changer en fait le fine-tuning pour qu'il devienne capable d'élargir en fait sa context length, donc le nombre de tokens qu'il est capable de voir. Je vous ai parlé de ROP tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit que c'est des fréquences, etc. En fait, on est capable d'augmenter les fréquences. C'est juste un paramètre, et tout à coup, magique, on est capable d'en mettre beaucoup plus en entrée, quoi. À condition que vous ayez assez de mémoire, toujours pareil. Donc le RAG, ça a été fait par mon collègue, donc je peux quand même raconter, mais je vous ai dit, tous les documents qui vous intéressent, vous les avez embeddés, c'est-à-dire pour le coup, vous ne les avez pas passés par un décodeur autorégressif, vous les avez passés par un pur encodeur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un encodeur? Comme le nom l'indique, ça vous donne un code par rapport à un input. Donc votre input, ça va être, je sais pas moi, 4096 tokens, ok? Et votre output, ça va être un vecteur de taille 512. Cet encodeur, bien sûr, vous l'avez bien choisi, vous voulez qu'il ne soit pas trop débile, il a été entraîné d'une certaine façon pour qu'il récupère le contenu sémantique, mais à la fin, vous prenez tous vos textes, tous vos documents, etc. Vous les coupez en morceaux de 4096 et vous les faites passer par l'encodeur et vous avez n vecteurs. Quand vous posez votre question, vous regardez, en fait, vous passez aussi la question par un encodeur, vous regardez la similarité c'est le produit scalaire, hein, la similarité avec les... vous allez récupérer en fait les n vecteurs déjà encodés qui sont les plus proches de votre question. Et c'est ceux-là, après vous dites, c'est le 38, le 127, etc. Je les prends, je les mets en contexte. En fait, je viens déjà de vous le dire, désolé, je me répète. Voilà. Alors là, on arrive sur un truc qui est un peu plus à la frontière, les modèles multimodaux. Qu'est-ce que c'est un modèle multimodal? Par modalité, on parle en fait, c'est un peu l'espace dans lequel on a les datas, par exemple la modalité textuelle, il y a la modalité vocale, speech en anglais, il y a la modalité des images, vous avez la modalité vidéo. Moi, ce dont je vais vous parler, qui est le truc
qui se fait de plus en plus, c'est le truc qui consiste à prendre des images en input. Par contre, vous ne générez que du texte. Pour générer des images, c'est un autre type de modèle qui n'est pas des LLM, ce sont les fameux diffusion models. Il y a des gens qui essayent de faire de la génération de modèles directement avec des transformers, mais honnêtement, les diffusion models, pour l'instant, sont largement supérieurs. Donc, comment ça fonctionne? Je vais faire un petit verre d'eau. Il y a deux architectures, en fait, principales. Vous avez l'architecture historique, qui vient de chez Google, qui s'appelle Flamingo. Et vous avez une autre architecture qui, à ma connaissance, est née dans la communauté. Donc, je ne sais pas qui l'a faite, mais qui sont basées sur Llama premier du nom, et qu'on appelle Early Fusion. Je ne sais pas si c'est un terme très officiel, mais c'est comme ça que nous on l'appelle. Comment ça fonctionne, en fait, la cross-attention? Imaginez que vous avez votre modèle textuel, donc le transformer, key, value, etc. et query. Là, vous avez des images. Ces images, vous pouvez aussi les passer dans un encodeur. Je vous ai parlé d'encodeur textuel, mais vous pouvez très bien encoder une image aussi. Finalement, ça consiste juste à faire tout un tas de multiplications de matrices pour qu'à la fin, vous ayez un vecteur. À la fin, ces images, vous pouvez encore ajouter quelques layers en plus pour qu'elles vous produisent une key et une value. Et là, vous ajoutez XATN, ça veut dire cross-attention, hein, le X est pour cross. Lui va vous produire une query, et en fait, au lieu d'atteindre sur les tokens d'avant, il va juste atteindre sur les queries qui sont produits par le Vision Encoder. C'est assez simple en fait conceptuellement. Après, ils ont rajouté des trucs, perceiver, resampler et tout. Honnêtement, c'est pas très important. Ce qu'on appelle l'architecture Flamingo, c'est la cross-attention, c'est-à-dire qu'en fait, à rajouter dans toutes les layers d'attention, de temps à autre, des layers de cross-attention qui vont produire des queries, d'accord? Tandis que les images vont produire des key values et les queries vont regarder les keys. Et après, même topo, si les queries et les keys s'entendent bien, ça va donner un fort poids à la value et vous avez une moyenne pondérée des values et c'est ça que vous envoyez par la suite. Honnêtement, c'est pas le truc à la mode. C'est des trucs historiques. On pense que GPT-4v était probablement comme ça. GPT-4v, c'était celui d'avant GPT-4o, pardon. Il s'est appelé Preview aussi, il a eu plusieurs noms. Le truc à la mode, c'est ça, c'est le Early Fusion. Et encore une fois, c'est un peu comme toujours, c'est souvent l'idée la plus simple qui marche le mieux. En fait, on s'est dit, bah non, on va traiter en fait les images comme si c'était du texte. C'est-à-dire que, je vous ai dit, à la base, un texte, on le prend, on commence par le tokeniser. C'est-à-dire qu'on le coupe en des tas de petits morceaux. On dit portefeuille, c'est porte et feuille. Porte, c'est le token blablabla, c'est un nombre. Feuille, c'est le token blablabla. Et après, on a une lookup table qui vous dit que pour le token 38, voilà son vecteur. Ok? Donc là, c'est ce qu'on appelle, on projette en fait le token dans son espace d'embeddings. Ok? En fait, vous pouvez faire pareil avec les images. Les images, ça ne va pas être une lookup table. Vous ne pouvez pas découper votre image en disant, bah tiens, lui. Par contre, ce que vous pouvez très bien faire, c'est que quand vous avez ici votre Vision Encoder, vous pouvez encore rajouter des layers qui vous le convertissent à la bonne dimension, 512 en l'occurrence, comme s'il était passé par l'embedding layer du token. Ce qui fait que quand vous commencez au niveau de votre transformer, lui, il ne sait pas en fait que c'est une image, ou il voit juste une séquence de vecteurs de taille 512, pas vrai? Simplement, il y a une partie des vecteurs de taille 512 qui viennent du texte, et une autre partie des vecteurs de taille 512 qui viennent en fait de l'image. Et sinon, c'est exactement le même principe. Et voilà, c'est ce qu'on appelle... Voilà, en fait, c'est assez simple, en fait, les modèles multimodaux, en réalité. Et plus c'est simple, mieux ça marche, quoi. Après, il y a plein de tricks, hein, vous imaginez bien, la façon dont les images sont samplées. Est-ce que, par exemple, quand on va faire le training, est-ce qu'on va commencer par un pre-train... Est-ce qu'on va traîner from scratch? C'est-à-dire qu'on va prendre tout le bazar, Vision Encoder, les layers qui vont projeter dans l'espace d'embedding, plus le text model, on va tout traîner from scratch, ou est-ce qu'on va prendre un truc sur étagère pour le Vision Encoder, par exemple Cyclip, et un modèle qui existe déjà,
un Llama 3, et puis on va faire un fine-tuning par-dessus? Est-ce qu'on ne va pas commencer par friser une partie du modèle et après, au fur et à mesure, relâcher les contraintes? Là, ça devient un peu de l'art, quoi. Mais en tout cas, conceptuellement, c'est assez simple. Alors, qu'est-ce qui arrive de nouveau? Et je suis content qu'on ait un peu parlé de O1. Donc, il y a 2 trends. Et honnêtement, je pense qu'avec O1, on a bien compris où on allait. Il y a la fameuse trend. Donc là, je vous ai mis en fait un papier qui est trop peu connu, qui est pourtant, les mauvaises langues disent que la main est complètement pompée dessus. C'est le papier Chinchilla, qui a été fait chez DeepMind, qui en fait montrait que ça servait à rien de faire la course au nombre de paramètres. Il y avait 2 dimensions. Il y avait certes le nombre de paramètres, mais il y avait aussi le nombre de tokens sur lesquels les modèles avaient été entraînés. Et on pense que les Palm, etc., les OPT, les Bloom, enfin on pense c'est sûr, ils avaient probablement été sous-entraînés. Okay, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas donné un... Donc en fait, ils donnent une formule pour que vous ayez le bon mix entre, voilà, j'ai tant de compute, comment je dépense ma compute, est-ce que je rajoute plein de paramètres, ou est-ce que je traîne pendant très longtemps avec beaucoup de tokens? Llama 1, c'était un peu ça la tagline, c'est genre nous, on va vous donner le truc, on s'est donné du mal, on a payé très très cher, mais par contre, à l'inférence, vous avez le meilleur rapport qualité-prix, quoi. Et, voilà. Donc, toujours plus gros, on met toujours plus de data, on prend des modèles toujours plus gros. Honnêtement, ça devient compliqué, ça devient très cher. Des datas, on a un petit peu pressé le jus du citron et le zeste qui va avec. Hein. Il n'y en a plus des masses, on commence à en générer des synthétiques, etc. Et puis après, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Peut-être qu'en fait, on est déjà arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. D'ailleurs, GPT-5, on l'attend toujours. Et quand on voit le O1, on se dit qu'effectivement... Quand on voit le O1, je peux vous expliquer un petit peu comment ça marche, en tout cas conceptuellement. C'est pas un modèle qui est plus puissant, c'est juste un modèle qui a été entraîné avec ce qu'on appelle du chain of thought. Mais il n'est pas plus gros. Donc, on arrive, en fait, comme si on atteignait une sorte de limite, comme si on atteignait une sorte de plateau. Forcément, les copains d'Hugging Face vous diront que c'est très bien, il faut plus de petits modèles parce que c'est un petit peu leur business de vendre des petits modèles. Mais en tout cas, il semblerait que là, on soit un peu parti là-dessus, qu'il y ait une sorte de plateau. Surtout qu'en plus, ça ne rapporte pas un radis à part à Nvidia et aux annotateurs. Donc, on verra bien. Et l'une des raisons pour lesquelles Sulzgeber est parti de chez OpenAI, parce qu'il est un peu plus que Monsieur Alignement, hein, c'est un peu, en fait c'est une vraie légende, hein, Sulzgeber, et c'est peut-être que quelque part il a senti qu'avec les paradigmes actuels, on était un petit peu en bout de course, qu'il fallait changer de track. C'est de la spéculation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur lequel on peut jouer? Le truc à la mode aussi, c'est ce qu'on appelle les mixtures of experts. Il reste combien de temps là? T'as le temps. Ok. J'ai pas payé au fait le parking, j'espère que 19h normalement il passe pas. Hein. Donc les mixtures of experts, là pour le coup c'est un changement d'architecture. C'est-à-dire que, pareil, il faut se méfier de la façon dont ça peut être colporté. Vous avez entendu que GPT-4, ça a fuité, c'est 8 experts. Il ne faut pas voir ça comme 8 modèles différents qui sont des experts. Non, non, c'est pas ça, des experts. C'est simplement après chaque attention, bloc d'attention, vous avez ce qu'on appelle une feed-forward network, donc en fait un truc plus classique, hein, MLP pour ceux qui connaissent, donc vraiment le truc hyper vanilla. Et après, par derrière ça, vous avez encore attention, feed-forward network, etc. Quand on dit qu'il y a 8 experts, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas un feed-forward network, vous en avez 8. Mais pas au total, mais genre à chaque layer, en fait. Donc c'est ça qu'on appelle le mixture of experts. Et il y a des variantes et des trucs, honnêtement, c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup, mais en tout cas, c'est encore un truc sur lequel peut-être on peut essayer un peu de jouer. Peut-être d'ailleurs qu'avec le mixture of experts, si on se rend compte qu'en fait il y a des experts qui sont peu activés, donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur,
peut-être qu'on est capable de les pruner, c'est-à-dire que les dégager, du coup ça nous fait gagner en mémoire, ou alors peut-être qu'on peut faire en sorte, à l'inférence, si vous avez une grande ferme de GPU, peut-être de séparer les experts, ce qui fait que peut-être que vous pouvez un petit peu optimiser par où les calculs se font. Enfin, c'est un truc qui est en recherche, quoi. Donc là, j'aurais dû avoir une vidéo et je ne l'ai jamais faite. Mais ce sont les agents, c'est un peu le truc dans lequel je travaille en ce moment. Donc, les agents, en réalité, pour moi, c'est une question de vie ou de mort pour le secteur, puisque les chatbots, c'est cool. On a pu gruger les exposés en classe, etc. Et c'est aussi super quand on fait du code et tout. Mais en réalité, il n'y a aucune boîte qui utilise encore de l'IA pour beaucoup plus que ça. Et les agents, c'est la promesse de ce qu'est vraiment une IA, c'est-à-dire que c'est une IA, c'est pas simplement un truc qui vous répond, même si c'est très intelligent, mais c'est quelque chose qui prend des actions, en fait. C'est une voiture autonome, ça c'est une IA intéressante, c'est un agent. Donc un agent, ça consiste en fait à avoir un LLM ou autre chose, mais quelque chose qui prend des actions, qui reçoit un retour de l'environnement et qui continue à agir, comme ça. Honnêtement, c'est très facile d'en fabriquer un en mode proof of concept, et c'est quasiment impossible à l'heure actuelle à productiviser. Et on va voir si ça tient le coup, mais c'est vraiment la seule porte de sortie actuelle du secteur, je pense, parce que soit ça marche, effectivement, là, ça envahit le monde entier, soit ça marche pas, et oui, on aura des super chatbots et peut-être des fonctionnalités très cool, mais c'est pas lui qui va vous organiser vos vacances, en fait. Une dernière slide, finalement. Hein. Voilà. Est-ce que vous repérez la différence entre ces deux images, entre ces deux générations? Vous l'avez vu? Vous la connaissiez peut-être? Non? Bon. Ah, c'est pas un LLM, hein, c'est un diffusion model et tout, c'est vieux, donc j'imagine que mais ça reste quand même assez marrant. Celle de gauche, c'est l'astronaute qui est sur le cheval dans la prompte. Celle de droite, l'image est presque identique, pas tout à fait, mais on a demandé à ce que ce soit le cheval qui soit à califourchon sur l'astronaute. Et c'est pas ce qu'on a. En fait, quelque part, on sait toujours pas si ces trucs-là, finalement, c'est juste des super tables de hash qui mémorisent très très bien, où ils sont vraiment une capacité de compréhension. Voilà, en tout cas, c'est un petit peu marrant, quoi. Et puis, une petite citation inspirationnelle pour la fin, qui a été suggérée par une de mes amies. Et je trouve que c'est assez vrai, de même qu'on a appris aux gens, finalement, à utiliser Google, maintenant, il va falloir utiliser ces chatbots. Ça, c'est là pour rester, c'est sûr. Même sans les agents, les chatbots sont là pour rester. Donc voilà, savoir utiliser, en fait, prompter. C'est de Claude Lévi-Strauss. Voilà. Merci Xavier. On a le temps pour une dizaine de minutes de questions. Qui veut commencer? Ok, je commence. Tu disais qu'un gros modèle n'est pas forcément indispensable. En même temps, vous avez sorti un mammouth de 405 milliards de paramètres. Alors ça, c'est pas moi qui décide. Hein. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une première raison qui consiste à rester dans la course. Si les autres ils le font, il faut que nous on catch up. Nous, la mission, c'était clair, il fallait qu'on ait un modèle au niveau de GPT-4. Et voilà, on a fait le modèle au niveau de GPT-4. Il y en a qui vous diront que c'est quand même bien pour la communauté open source parce qu'ils ont un modèle au niveau de GPT-4 qui coûte la peau du cul. Vous imaginez pas, c'est-à-dire que je dis que ça rentre pas sur un node, sur une GPU, mais un modèle de 405 milliards de paramètres, ça rentre même pas sur un node. Un node, c'est 8 GPU. Donc ça devient vraiment compliqué en fait. Enfin, c'est pas tout le monde c'est pas Olama, Lama CPP là qui va vous le faire sur votre MacBook, c'est mort. Et donc par contre, le truc c'est que on pourrait se servir de ça pour d'autres personnes de la communauté pour en fait le réduire tout en gardant beaucoup de ses capacités, des techniques de pruning, des techniques de quantisation, des techniques de distillation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a un truc qui nous a tous beaucoup impressionnés sur le premier Lama. Le premier Lama, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était que pre-train. Le truc n'était pas vraiment open en réalité, il y avait une waiting list. Enfin, il fallait prouver qu'on était un académique, machin.
Une semaine plus tard, il y a un petit malin, c'est pas nous, en dépit de ce que disent les mauvaises langues, qui a posté une PR avec un torrent. Donc à partir de là, le truc, c'était écrit d'avance, hein. Nous on était hyper contents, méta moins, mais le truc, c'est un peu ça qui a fait l'histoire, c'est parce que le truc a leaké. Et le truc a leaké, et rapidement, il y a plein de gens qui sont plus intelligents, qui sont de meilleures idées qu'on n'aurait pas eues, qui ont et ils ont commencé à faire plein de trucs, ils ont commencé à le faire tourner sur des Raspberry Pi, ils ont commencé à faire la MACPP et tout, et du coup c'est vrai qu'il y a quand même cette valeur de la communauté. Sur ce modèle-là, qui vaut très cher, j'avoue, on attend de voir, mais Nvidia, ils ont sorti un truc, ils ont montré qu'ils pouvaient couper, pruner, ça s'appelle, couper des bouts du modèle, le rendre plus petit, quoi. Un peu dans le même registre, vous disiez qu'il y a beaucoup moins de publications open source maintenant. Vous pouvez en parler? Avant c'était énorme. Ouais. Ça va aller. Ah bah c'est clairement, il y a deux raisons. Et encore, maintenant il n'y a plus de premier auteur, deuxième auteur, tout ça, c'est terminé ça. C'est pour pas se faire poacher. C'est très clair, hein, enfin, c'est assumé. Je pense que l'AMA 2, je ne sais pas comment c'est passé encore, et encore qu'il y a eu pas mal de batailles politiques, et finalement il n'y en a que 4 qui ont été mis en exergue, et le reste c'est pot commun. Maintenant, n'importe quel papier, vous avez 300 gus, tout le monde est là, Mark Zuckerberg y compris. C'est pareil, hein, chez Gemini, vous avez Sergey Brin, quoi. Enfin, ça n'a pas trop de sens, quoi. Et il y a deux raisons. C'est que la première, c'est qu'ils veulent, pour les gens qui ont des modèles privés, ils ne veulent pas donner leurs recettes, c'est logique. Et la deuxième, c'est qu'ils ne veulent pas non plus donner les noms des gens qui sont importants, qui pourraient se faire poacher. Vous savez, c'est pas le foot, mais on parle de gens qui sont débauchés à des dizaines de millions d'euros quand même. Hein. Est-ce que ça va ralentir la croissance Bah, si un jour la bulle explose, effectivement, ces gens-là vous vaudront peut-être pas autant, mais pour l'instant, ça s'arrachait à prix d'or en tout cas. Enfin, je sais pas si c'était le sens de ta question, pardon, mais... Pour toute la communauté open source. Ah, pour la communauté open source, pour l'instant, c'est vrai qu'elle tient pas mal sur Llama, qui a derrière lui, derrière un peu son sillage, a fait que ça a rendu possible des Mistral, des Reka AI et des choses comme ça, Qwen aussi. C'était pas une évidence en fait que c'est pour ça que c'était une révolution Llama, c'est que c'était pas une évidence qu'en fait de tels modèles pouvaient être proposés à la communauté open source. Et même, enfin, je vous ai dit, hein, le truc de Early Fusion, ça a été inventé par la communauté open source. Donc, je sais, nous, on s'est engagé, Meta s'est engagé à continuer à le faire. Mistral l'avait dit, n'empêche que leur plus gros modèle, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est compliqué, en tout cas, on ne sait pas trop où ça va aller. Maintenant, un modèle open source de 405 milliards de paramètres, bien malin, celui qui peut l'utiliser. En fait, ça coûte tellement cher, il a juste intérêt à appeler GPT-4o, quoi. Je crois que tu voulais dire un truc. Vas-y, Maria. En fait, j'ai deux questions. Je suis beaucoup plus familière avec les CNN pour les Vision Encoder. Donc, c'est quoi la différence avec cette architecture early, ça, c'est la première question. Ouais. Et la deuxième question, c'est comment on gère en fait les nodes, les layers et les data, les batchs pour la mémoire, pour les early... C'est un peu technique, peut-être qu'on en parlera après, mais les CNN, donc ça a été inventé par le fameux Yann Lequin. Les CNN, ce qu'on appelle des biens inductifs, c'est-à-dire qu'en fait, un bien inductif, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous estimez qu'il y a quand même de bonnes chances, par exemple, que si je vous montre un chat sur une photo qui est en haut à gauche, que c'est un chat sur une photo en bas à droite, bah en fait, il doit être traité de la même façon. Okay, les CNN, c'était une façon en fait d'avoir beaucoup moins de paramètres, de rendre le truc beaucoup plus léger, etc. Et en ayant ce biais inductif de c'est invariant par translation dans l'image. Ça marche sur des images. Ça a été utilisé pour le NLP, donc pour les langages modèles. On avait des CNN comme ça qui se promenaient. Les transformers ont tout cassé. Et maintenant, on voit même des architectures, maintenant ça fait un petit moment, de transformers appliqués sur des images, ce qu'on appelle les vision transformers. Je crois que les modèles les plus évolués, c'est un peu un mix de CNN, donc convolutional network, pardon, de CNN et de transformers.
Par contre, dès que tu passes en mode text model, donc le truc au-dessus, là, tu n'as pas du tout de CNN, c'est vraiment des transformers. Ouais. Et ta deuxième question sur les batchs et tout ça, j'avoue, j'ai un peu oublié ce que tu m'as demandé, pardon. En fait, comment on gère la mémoire dans les multimodèles? En fait, la partie vision, c'est très très peu de mémoire.